Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Julien Martinez, infirmier en pratique avancée, mention psychiatrie et santé mentale. Alors ça faisait très longtemps, enfin ça faisait même plus d'un an que j'avais pas fait de vidéo, pour plein de raisons, hein, d'abord personnelles et puis ensuite professionnelles, et en fait, pour une d'entre elles qui était la plus importante, c'était le manque de temps. Mais aujourd'hui, je me suis motivé parce que, je me suis dit que c'était un sujet qui était intéressant, sachant que nous, en tant qu'infirmiers en pratique avancée, on est prescripteurs maintenant de la mélatonine. Je trouvais ça intéressant de pouvoir, en parler un petit peu et de voir comment on pouvait la prescrire. Parce que c'est finalement une molécule qui est assez intéressante, pas hyper chère, en tout cas dans sa forme 1,9, hein, et plutôt, qui est plutôt une belle promesse si c'est bien indiqué. C'est la promesse, c'est quoi? C'est de dormir. Donc c'était plutôt intéressant. Moi, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que, voilà, sur un réseau social, il y avait une dame qui se plaignait de pas dormir, qui avait des très gros problèmes de sommeil. Apparemment, ça durait depuis un certain temps et en plus de ça, elle avait déjà eu, des problèmes, de ce que j'ai compris dans son histoire, avec, certaines molécules, notamment les benzodiazépines. Donc c'était vraiment un problème complexe, qu'elle est en train de vivre, une situation difficile et là, il y a une dame dans les commentaires qui lui dit: «Ben, est-ce que tu as essayé la mélatonine?» Donc on pourrait se dire de prime abord que c'est un commentaire un peu, du style conseil non sollicité et en fait, pas du tout, puisque la dame a non seulement remercié, m'a dit: «Bah, écoute, je vais voir, je regardais un petit peu et tout» et c'est là où ça m'a questionné. Alors, zéro jugement dans ce que je vais vous dire, hein, mais ça m'a questionné parce que je me dis: «Bah, mince, de ce que j'ai compris, cette dame a vécu un sevrage assez important en benzo, elle a vécu déjà dans le passé des troubles du sommeil». Hem À quel moment elle a pas entendu parler de la mélatonine? C'est là où ça m'a questionné. Donc, on peut continuer la vidéo en critiquant, en disant: «Gna gna gna, ils y ont pas pensé». On peut dire qu'à un moment donné, c'est un truc qui n'est pas appris et ça c'est vrai, hein, dans nos études, on apprend, des trucs un peu global sur la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, mais pas sur les molécules, de manière plus précise, pas forcément. Donc on va essayer de réparer un petit peu ça aujourd'hui. J'ai pas la prétention de tout réparer, mais en tout cas, on va essayer de voir un petit peu la mélatonine, comment on la prescrit, d'accord? Pour, tous les praticiens, hein, pas que les IPA, pour tous les praticiens qui, souhaitent justement la prescrire. Alors, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est la mélatonine, parce que c'est trop compliqué et que, je risquerais en vulgarisant de dénaturer, le propos. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la mélatonine, c'est une hormone qu'on possède naturellement dans le corps. Donc ça, c'est hyper important, de le préciser pour les patients qui veulent pas souvent des hypnotiques, hein, et les patients vont dire: «Ah non, 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 ça je veux pas me défoncer pour dormir et tout, je veux pas être sédaté». Alors on dit: «Non, non, là, c'est une hormone que vous avez naturellement dans le corps, que vous produisez naturellement et cette hormone que vous produisez naturellement, en fait, à un moment donné, elle va vous aider à déclencher le sommeil. Donc ça permet de plutôt, d'aider à l'induction du sommeil. Voilà, ça, c'est la première des choses. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais vous dire un truc, c'est que, avant de prescrire de la mélatonine, il faut quand même s'assurer, qu'on est bien sur un problème qui va être réglé avec la mélatonine. Ça, c'est important. Moi, je m'étais noté: explorer d'abord le trouble du sommeil. Est-ce que le trouble du sommeil, il a plutôt une valence thymique? Dans le cadre d'un trouble dépressif ou d'un trouble bipolaire, par exemple? Est-ce que, il y a des problèmes physiologiques? Et là, moi, je vous dis, allez dépister le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, d'accord? Hyper important, mais ça, c'est vraiment, dans toutes les catégories, de population, il y a 20 de personnes qui souffrent de troubles d'apnée du sommeil, d'accord? 20 et parmi ces 20 il y en a 80 qui ne le savent pas. Donc l'eau, elle est poissonneuse, hein. Dès qu'il y a des gens qui vous disent: «Je ronfle, je me lève la nuit pour aller uriner, je dors mal et en plus, je m'endors le matin, dans différentes situations», là, vous ne réfléchissez plus, vous faites une indication pour la polysomnographie, vous faites un courrier. Surtout qu'en tant qu'IPA maintenant, on a le droit aussi de faire, des courriers pour la polysomnographie auprès d'un neurologue ou d'un pneumologue. Donc il faut vraiment pas hésiter. C'est, le premier truc à faire avant de prescrire de la mélatonine ou quoi que ce soit. OK? Ce que vous pouvez faire aussi, pour un peu évaluer, le trouble du sommeil, puis après on passera à la mélatonine, mais c'est, l'échelle d'Epworth, donc qui apparaît ici, hein. Hem,
Hyper simple à faire. Vous faites un courrier au pneumologue/neurologue, vous lui mettez une échelle de Pohrs et déjà c'est vachement bien, ça vous permet de qualifier un peu la fatigabilité du patient et le risque d'endormissement. Donc voilà. Au niveau du métabolisme de la mélatonine, en fait, après une prise orale, la mélatonine, elle est surtout métabolisée dans le foie, d'accord? Par le cytochrome, CYP1A2, pour ceux qui veulent le connaître. Heu, Dans ce qu'on appelle le 6-hydroxymélatonine, voilà et ensuite elle est éliminée par les urines, OK? À savoir que la demi-vie plasmatique de la forme immédiate de la mélatonine, elle est plutôt courte, hein. C'est à peu près 40 minutes, OK? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la mélatonine, elle est métabolisée par le foie, puis éliminée par les urines et dans sa forme immédiate, sa demi-vie, elle est plutôt courte, environ 40 minutes. En France, faut savoir un truc, c'est que la mélatonine, en fait, elle, bénéficie d'un double statut. Le statut de complément alimentaire, jusqu'à 1,9 milligrammes et ensuite il y a un cut-off comme ça, à 2 milligrammes où en fait, c'est considéré comme un médicament. 2 milligrammes et plus, OK? Par exemple, le Circadin, c'est du 2 milligrammes, donc là, c'est, considéré comme un médicament. Après, vous pouvez aller en pharmacie, vous pouvez demander, mélatonine en 1,9, là, ce sera considéré comme complément alimentaire. Et l'indication elle-même, c'est quoi? C'est le traitement à court terme de l'insomnie, d'accord, primaire, avec sommeil de mauvaise qualité chez les personnes de plus de 55 ans. Il y a 2 indications phares, si j'ose dire, de la mélatonine, en France, c'est les personnes de plus de 55 ans et les jeunes, dans certaines conditions très particulières, les jeunes personnes autistes, les mineurs autistes. Puisqu'en fait, on sait que chez les personnes autistes, il y a des difficultés pour, synthétiser la mélatonine. On le sait aussi que quand on a plus de 55 ans, ça devient difficile aussi de synthétiser de la mélatonine. Donc on est dans l'idée d'une complémentation, voilà, de mélatonine pour pouvoir permettre à ces personnes de dormir mieux. La mélatonine, elle se prescrit comment? Elle se prescrit, donc soit en 2 milligrammes, d'accord, classique, en libération immédiate ou soit en libération prolongée aussi et c'est à prendre 1 à 2 heures avant le coucher. Voilà. C'est pas quelque chose qui va vous sédater, donc c'est vraiment, comme je vous le disais, la mélatonine, elle est, sécrétée, par le corps naturellement. L'idée, c'est vraiment que naturellement, les gens, ressentent l'envie de dormir et puissent s'endormir. Ce qu'il faut savoir aussi dans le TSA, donc dans le trouble du spectre autistique, la mélatonine, notamment des produits comme le Slinito, par exemple, c'est remboursé par la sécu jusqu'à 18 ans. Après, c'est plus remboursé et là, c'est un vrai problème parce que c'est quand même, une centaine d'euros la boîte, hein. Donc et les personnes après 18 ans, elles en ont quand même besoin de la mélatonine. Quand on est une personne autiste, à 18 ans, on redevient pas neurotypique en fait, hein. On reste neuroatypique, on reste avec son autisme et surtout, on reste avec son problème de métabolisation de la mélatonine. Donc c'est un peu, étrange que ce soit pas remboursé après 18 ans, mais bon, c'est comme ça et puis, moi je suis pas là pour commenter ça, hein, même si je suis en train de le faire. Il y a aussi d'autres syndromes, hein, avec lesquels la mélatonine est associée, mais j'en parlerai pas ici. Et en fait, elle revient souvent. Chez l'adulte, les recommandations internationales placent la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie en première intention. C'est pas un médicament qui sera proposé en première intention, ni de la mélatonine, ni de benzo, ni ce que vous voulez. En première intention, dans les recos internationales pour l'insomnie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Voilà. Après, tout ce qui est molécules, ça se discute au cas par cas après. Donc retenez TCI first. Donc pour résumer, globalement, la mélatonine chez l'adulte, c'est pour des adultes de plus de 55 ans avec insomnie primaire. On met de la forme 2 milligrammes à libération prolongée sur prescription le soir à court terme. Alors les RCP parlent plutôt de 13 semaines sur des RCP européennes que j'ai pu, glaner. Voilà, c'est pas quelque chose au long terme, hein, c'est plutôt donc court terme, maximum 13 semaines. Pour le décalage horaire, c'est un en complément alimentaire, plutôt 0,5 à 1 milligramme autour du coucher, à l'arrivée, dans le pays où vous allez être jet-lagué. Ça peut aider, mais attention, toujours bien respecter les règles d'hygiène du sommeil et d'exposition à la lumière. Voilà, pour les enfants, c'est pareil, il faut d'abord privilégier, des stratégies comportementales et la mélatonine après, elle peut discuter cas par cas, notamment pour, les personnes souffrant d'un TSA. Pour les contre-indications, on
garde en tête que pour la grossesse et l'allaitement, c'est non recommandé, faute de données, donc on donne pas. Pour l'insuffisant hépatique, souvenez-vous, c'est métabolisé par le foie, donc là, c'est déconseillé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement du travail, donc la NSES, a donné aussi, alors c'est pas des recommandations, hein, mais voilà, il y a 2-3 points qui sont importants. Ont proposé, en tout cas ont déconseillé, les compléments de mélatonine à plusieurs populations. Donc les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les adolescents, d'une manière générale, d'accord, les personnes avec une maladie auto-immune ou inflammatoire et prudence en cas de troubles de l'humeur, hein, ou de prise de nombreux médicaments. Bon, là, c'est forcément, ils disent ça. Après nous, dans nos pratiques professionnelles avec des personnes qui ont plusieurs lignes de traitement neuroleptique, ne pas avoir trop peur de proposer de la mélatonine plutôt qu'une benzohypnotique, par exemple. Alors attention, il y a aussi des risques d'interaction, je reviendrai plus précisément sur ce point après, mais entre la mélatonine et les benzos, c'est documenté. Pour les autres interactions à connaître, hyper important, la fluvoxamine, d'accord, c'est un inhibiteur qui est assez puissant et ça augmente fortement l'exposition, d'accord? Donc il faut vraiment éviter parce que si vous mettez de la fluvoxamine, c'est un inhibiteur enzymatique, donc du coup, le taux de mélatonine dans le sang va être beaucoup plus élevé. Donc attention. À contrario, tout ce qui est tabac et caféine sont des inducteurs enzymatiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va, démarrer, induire le fait qu'il y ait plus, d'enzymes, pour métaboliser la mélatonine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins de mélatonine dans le sang, d'accord? Donc ça va diminuer les taux de mélatonine. Ça, il faut bien le garder en tête, donc ça va rendre votre mélatonine moins efficace si vous prenez du tabac ou de la caféine. Puis d'ailleurs, vous allez moins bien dormir, donc du coup, l'un dans l'autre, bah, ça sert à rien. Je rappelle aussi que le profil de tolérance est globalement favorable à court terme, hein, pour la mélatonine, hein, mais on peut avoir des céphalées, des somnolences, des rêves, vifs. Alors les rêves vifs, c'est quoi? C'est des gens qui vont vivre leurs rêves. Moi, j'avais une patiente qui, et ça, vous pouvez l'avoir aussi sous fluoxétine, par exemple, ou sous certains ISRS. J'ai une patiente qui me disait, elle faisait des rêves tellement réalistes que, quand elle arrivait de faire les courses, ça lui portait préjudice parce qu'elle se dit: «Bah, tiens, j'ai déjà acheté ça, en fait», alors que non, c'est dans le rêve. Il y a des cauchemars aussi, ça, c'est moins drôle, des nausées ou des vertiges qui sont décrits. En cas d'effet, iatrogène comme ça, vous arrêtez, le traitement et ça revient à la normale. Toutes les sources sont apparues sur le côté, donc en gros, qu'est-ce qu'on retient pour la mélatonine? Voilà, donc toutes les sources sont apparues sur le côté, donc en gros, qu'est-ce qu'on retient pour la mélatonine? C'est quand même une molécule qui est plutôt safe, qui a un bon profil pharmacologique, qui peut être utilisée en première intention pharmacologique, dans certains troubles du sommeil, notamment les troubles de l'induction, passagers, et ça permet d'éviter d'utiliser une benzo hypnotique. On peut monter jusqu'à 4 voire 6 milligrammes, ça aussi je l'ai pas dit, mais je vous invite à regarder un petit peu le Vidal, tout simplement, ou les recos sur le sujet, hein. Voilà, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo et je vous dis au revoir. Salut.